Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal. Bonjour, je suis Cécile Blin. Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. Donc c'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode ? Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu 2 jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis. Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes ? Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon. Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous avez très certainement entendu parler de co-développement, d'intelligence collective ou encore de team building. Autant de méthodes pour booster la créativité ou la cohésion d'une équipe. Ces pratiques ont en commun d'avoir été pensées pour une mise en œuvre en présentiel. Aujourd'hui, le distanciel s'imposant dans le cadre de l'entreprise, de l'enseignement supérieur ou encore de l'école, je me suis posé la question suivante. Le distanciel est-il compatible avec ces pratiques nativement présentielles ? Pour répondre à ce questionnement, notre invité du jour est mon collègue Éric Legrand, qui est facilitateur, coach professionnel et formateur. Grand utilisateur de ces méthodologies, il va nous partager ses réflexions et sa pratique de ce nouvel environnement distanciel. Bonjour Éric, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Loïc, merci à toi de m'avoir invité. Si je me présente juste en quelques mots, tu as dit l'essentiel. Je suis un petit peu de tout ça, de facilitateur, coach professionnel, formateur. C'est un peu un mélange de tout ça, avec un curseur plus ou moins marqué en fonction de l'environnement, des enjeux et des besoins sur le terrain ou à distance, ce qui nous réunit aujourd'hui. Pour entamer nos discussions, Eric, ma première question serait la suivante. On va partir d'un constat. Le distanciel nous a tous pris de court et nous nous sommes adaptés un peu en temps réel. Alors toi, quels ont été les changements dans ton approche pour transposer ce que tu faisais en présentiel au distanciel? Alors, j'ai eu de la chance quelque part, dans ce, changement, dans cette bascule, du présentiel au distanciel. C'est-à-dire que les groupes que j'ai eus en distanciel, c'est des groupes que je connaissais déjà, avec lesquels on avait déjà une alliance. On avait déjà, eu l'occasion, de vivre ensemble des moments forts, et donc il y avait vraiment ce lien qui était présent. Quelque part, donc ça m'a permis, d'oser, de tester des choses, au début, dans une configuration, voilà, où la technique, venait vraiment, parasiter ou complexifier transmission, la diffusion des savoirs ou les échanges, voilà. Donc c'est vraiment ce point fort que j'ai eu, c'est déjà il y avait déjà un lien et donc ce qui permettait vraiment, avec, les participants, d'avoir vraiment un effet de feedback à chaque fois et finalement, nous étions en train d'expérimenter ensemble et ça a vraiment été un point intéressant et j'ai retenu quelque chose de ça. J'ai retenu, le fait qu'il est important d'expérimenter. C'est-à-dire que le côté, quelque part bac à sable, le format bac à sable à distance est une étape essentielle. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce démarrage en tout cas et de cette première phase. En tout cas et moi je l'ai bien vécu, hein, vraiment, oui, il y a eu de la frustration, ça c'était évident parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu sentir et là où je ne voyais plus complètement les personnes, mais il y a vraiment des aspects qui ont fonctionné et qui ont pu, être, en tout cas pris en compte par les équipes, par les personnes. Quand tu parles de format bac à sable, de s'autoriser à expérimenter, tu dis ça pour apporter une dimension ludique, pour éviter de faire du top-down, du magistral? Alors, c'est vrai que la dimension bac à sable peut faire référence au jeu, hein. Là, le curseur n'est pas nécessairement que sur la dimension ludique, c'est pas vraiment ça. C'est le fait de pouvoir tester sans conséquence.
c'est le fait de se mettre un peu en mode rallye. D'ailleurs, aujourd'hui, dans ma pratique et dans ce que je fais en termes d'animation à distance, j'ai une phase qui est, la phase, rallye ou régate selon la typologie, la thématique, qui est comment, bah, on va prendre nos repères, identifier nos repères en circulant, dans les différents espaces, virtuels, dans les différents avec les u voire tester les différents outils et c'est ce côté un peu bac à sable, c'est-à-dire qu'on ne se met pas un objectif de production, on ne se met pas un objectif livrable, en termes de livrable, on ne se met pas un objectif en termes de contenu, à formaliser. L'objectif, c'est se repérer, c'est ça le premier objectif. C'est se repérer pour enlever une dimension peut-être d'incertitude, une dimension peut-être de problèmes techniques ultérieurs et ainsi de suite. Et ça permet justement, et moi je le fais dans cette dimension rallye à mon avis, de bien checker, le niveau sonore de chacun, la qualité visuelle et d'être finalement bien attentif à la dimension, quelque part aussi ergonomique, qui nous relie, à distance. En fait, ce premier constat que tu fais, on pourrait le transformer en un premier conseil, permettre aux participants d'une session en distanciel de se rassurer dans le distanciel comme ils le faisaient dans le présentiel. D'abord installer un cadre qui soit, je ne veux pas dire le mot protecteur, mais on est un peu dans cet ordre-là. Déjà rassurer les personnes. Alors, il y a une dimension, oui, sécurisée parce que, ce qui peut être ignoré justement, c'est du fait de la distance, on considère que, bah, il y a la technologie, il y a un niveau de maîtrise qui est relatif. Sauf que il est vraiment important finalement d'avoir ce regard, sur, oui, la technologie qui crée le lien et finalement l'environnement propre des personnes et mettre l'accent sur de la même manière, si quelqu'un est dans une posture, on va dire en présentiel, avachi, il envoie un message. Donc quelqu'un qui est à distance avec un micro qui grésille, qui est trop fort ou pas assez fort, ou une vidéo qui est coupée constamment ou qui est complètement, en surimpression, surexposée ou autre, ça crée un filtre dans la relation et dans la communication. Et c'est là où, il est important, de ne pas lâcher. Il est important d'investir, dans cette première phase pour mettre l'accent sur le fait que la qualité de la présence à distance, et c'est ça et qui est difficile à entendre parfois parce que les personnes, ont l'habitude, bah, on est avec notre téléphone, j'utilise mon téléphone, je suis à distance, bon, je j'ai pas le même comportement et là, je dis: «Attention, soyez en présence à distance» et c'est ce message-là que j'envoie avec cette première phase, de rallye. On teste, on s'assure que les messages que l'on s'entend les uns les autres et donc je mets l'accent sur, tiens, monte un peu le son et ainsi de suite et surtout pouvoir se dire ça. Parce que je vois des fois, j'ai vu parfois, j'ai assisté à des groupes où les personnes, on s'entendait mal et personne ne disait rien et pourtant à la fin, bah, ça crée de l'usure, ça crée une fatigue. Donc déjà, le distanciel est par définition, il y a une fatigue qui est différente du présentiel parce qu'il y a les écrans, le clavier, il y a un environnement technique et donc c'est dommage de surajouter une difficulté parce que j'entends mal, je vois mal ou je suis pas sûr d'avoir compris et donc ce parasitage dans la relation, dans le lien, à un moment donné, bah, ça crée de la fatigue et ça crée aussi de l'ambiguïté derrière donc une moindre efficacité, d'ensemble, quel que soit le thème ou l'intention qui nous, réunit, à distance. Alors Eric, nous parlions de sécuriser les participants, que c'était une exigence que nous avions en présentiel et qu'il fallait la conserver pour le distanciel. Quelles sont, toi, pour toi, les règles du jeu que tu mets en place dans un cadre distanciel? Alors, moi, les règles du jeu, je les aborde, au travers de ce que j'appelle, généralement un pacte relationnel. Alors on peut parler de pacte de confiance aussi, de contrat relationnel. L'idée en tout cas clé qui est là, c'est de se mettre d'accord, sur les repères relationnels, ce qui va faire qu'on peut fonctionner ensemble qui est, aussi de quoi avons-nous besoin pour fonctionner ensemble? Et le «avons-nous» est important. C'est-à-dire que je me mets là, à ce moment-là, dans la construction de ce point de repère, de ce pacte relationnel, je me mets en parité avec mes participants. C'est vraiment de quoi avons-nous besoin pour fonctionner dans les meilleures conditions possibles, et qui fait que quelque part, le temps que l'on va passer ensemble,
sera un temps qui sera, utile, qui sera aussi, agréable du fait notamment, des conditions, de l'environnement, technique, à distance, voilà. Et comment faire pour que ça soit, pertinent? L'idée en posant cette question-là et en prenant ce temps, parce que c'est du temps que j'investis au-delà du simple peut-être objectif du simple objectif pédagogique de contenu de formation. Pourquoi j'investis dans ce temps-là? Parce que l'objectif, c'est d'être vraiment dans l'explicite. Je travaille sur quelles sont les conditions pour passer, on va dire, de connaissances, d'informations implicites à des informations explicites. Et quelque part, je suis en train d'investir dans un principe pédagogique qui est utile, quel que soit le sujet, quel que soit l'environnement. Et l'idée, c'est de dire, OK, comment on rend explicite des règles qui nous permettent de fonctionner? Comment j'attire aussi l'attention sur le fait que ce que l'on peut se dire, à un moment donné, il est important d'aller chercher à valider, je parle de pommes, à quelle pomme je pense? Je parle d'une bouteille, quelle est la forme de la bouteille? Quelle est la couleur du bouchon? La pomme, elle est verte, elle est rouge? Je ne sais pas. À un moment donné, quand on est en présentiel, quelque part, il y a des choses qu'on peut aller interroger ou interpeller ou comprendre plus facilement. À distance, il est important d'investir et de se dire: «Attention, je vous invite, vous, le groupe, à être attentif, à vous assurer que vous avez bien compris ce que j'ai dit, ce que nous pouvons nous dire ensemble». Et quand je travaille sur le pacte relationnel, quand je dis: «De quoi avons-nous besoin pour fonctionner dans les meilleures conditions?», certains vont dire: «D'écoute». Ben c'est parfait. Comment on fait pour s'écouter au mieux? Eh bien, la condition ergonomique, la condition, aussi de, pas parler tous en même temps. Le fait que s'écouter passe aussi par le fait de faire des signes. Les signes sont soit visuels, sont soit des signaux que j'envoie, le lever la main qu'on peut avoir sur Zoom ou sur Teams. C'est le fait d'envoyer un message sur la conversation. Finalement, le pacte relationnel permet de revisiter quelles sont les modalités, quels sont les signaux que je peux utiliser pour communiquer. C'est un des éléments. C'est, revenir comme ça et finalement, développer des conditions qui sont importantes. Peut-être que la notion et notamment si je parle de co-développement, de groupe de co-développement, un des éléments qui est essentiel au démarrage, c'est la notion de confidentialité. Comment je m'assure, à distance, qu'il y a une confidentialité suffisante et que ce qui est partagé par une personne qui va être notre client à un moment donné, puisque en co-développement, nous avons un client et des consultants. Donc, comment ce qui va être partagé par le client va être diffusé à distance, en tout cas sur les réseaux ou à distance, de manière confidentielle. C'est-à-dire que la personne qui reçoit le message, est-ce qu'elle est dans une pièce où il y a suffisamment de confidentialité? Voilà, c'est des petits paramètres, on va dire petits mais essentiels, qui sont importants de revisiter et ça dès le début. Parce que c'est ça qui va permettre de construire quelque part la confiance et surtout la richesse de ce que les personnes vont partager. Donc pour moi, c'est un temps investi pour permettre aux personnes d'aller poser des sujets, d'aller oser dire des choses et finalement de rendre encore plus riche le temps qui est utilisé derrière, que ce soit un temps de formation ou que ce soit un temps de cohésion. Voilà, ça c'est vraiment un point pour moi qui est essentiel. Et quand je parle de pacte relationnel, je parle aussi finalement de l'individu, des comportements, des postures que chacun peut, adopter à un moment donné à distance. Il y a des personnes qui, à distance, se révèlent, d'autres à distance se renferment. Cette variation, on va dire, ce cadre, on va dire, de pression sociale, la dimension sociale qui est différente. Le regard des autres, peut-être qu'il n'est pas là du tout, il n'est pas perçu ou au contraire certains se disent: «Oui, il y a un regard à distance, ça peut être enregistré ou autre». Donc il y a toute un on va dire une réaction, qui est différente et qui est des fois parfois plus ou moins, visible. Alors quand je pose finalement le pacte relationnel, je redéfinis finalement une nouvelle carte, des relations. Là où chacun vient finalement avec sa carte, sa vision, son expérience, on redéfinit ensemble, voilà, des points de repère sur comment on va fonctionner ensemble. Ce qui va permettre aux personnes, quelque part, d'être plus à l'aise, de dire tout simplement de quoi elles ont besoin pour être à l'aise à distance. Et le simple fait
de le dire, eh bien, va faciliter derrière, les échanges. Ça va encore être un élément de contribution, à la richesse, à la dynamique du groupe. Parce qu'il y a vraiment des différences de ce point de vue-là. Il y a aussi des changements. C'est vraiment cette dimension que j'utilise notamment quand je démarre, c'est la dimension de météo. C'est comment c'est OK de parler de soi et parler de, son état d'esprit. Et donc c'est aussi OK pour le groupe de l'entendre. Et donc à ce moment-là, chacun, se dit: «Bah, je peux être moi-même». C'est une autorisation à être soi-même, à dire: «Bah, j'ai besoin de partir et j'ai besoin de revenir». Parce que, bah, naturellement, je vois dans des groupes, il y a des groupes où finalement, naturellement, les gens, ils se coupent leurs vidéos et ils partent et ils disent rien. Moi, j'invite les gens à dire: Si vous avez besoin de partir, bah, faites-le à un moment donné». Vous pouvez avoir une urgence ou avoir, je sais pas, un livreur, ou avoir, un parent, un enfant qui vous sollicite et parce que vous êtes chez vous, naturellement, les personnes qui sont dans votre environnement viennent peut-être vous solliciter plus facilement. OK, donc c'est, bah, dites-nous juste: «J'ai besoin de m'absenter». Voilà, point. Et donc c'est de dire, bah, c'est OK pour communiquer et communiquer sur le fait de, partir, venir, du fait de ce mode à distance et dire, c'est pas la peine de se «cacher» entre guillemets. Là où, justement, parfois il y a des groupes où quand il y a beaucoup de monde, bah, certains on donne l'impression de se cacher. C'est je les appelle et ils sont pas là. Voilà. «Ah non, c'est le micro qui était pas branché». Oui, mais au bout d'une minute, le micro, voilà. Donc, c'est comment finalement faire en sorte que, nous fonctionnions de manière la plus authentique possible et la plus performante derrière, pour s'assurer la participation, de chacun, de manière, la plus juste, au bon niveau aussi, voilà. Oui, donc la première étape dans ton approche et dans ton intention, c'est que chaque participant, chaque membre du groupe puisse pleinement prendre sa place et que l'environnement du distanciel soit transparent. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, c'est faire en sorte, oui, qu'il y ait le plus de fluidité. Tu as utilisé le mot de transparent. Je pense que ça arrivera à un moment donné avec, du 3D et de la reconstitution d'équipe, chez soi, en tout cas des participants, chez soi. On arrivera à ça un jour. Là, on est un peu dans le mode science-fiction, Star Trek ou Star Wars. Mais l'idée de la transparence, je mettrai le curseur sur le fait que la technologie, permette de la fluidité et pas le contraire. Et c'est vrai que ces démarrages du à distance, se sont plutôt, inscrits dans une logique de, manque de fluidité, perte de contact, rupture, moindre audience, moindre écoute, voilà. Là où, j'ai vu la différence vraiment, notamment, lors d'un team building, d'une création, d'une promotion, où on avait fait cette opération rallye et quelque part après, si quelqu'un a une difficulté, à la limite, il est déjà plus autonome. Et si vraiment elle n'y arrive pas, bah, soit elle a recours au reste du groupe, pour lequel ça a parfaitement fonctionné, soit elle fait appel à moi. Finalement, ça incite et ça crée des conditions d'une sécurité, comme tu l'as évoqué et aussi d'une plus grande autonomie derrière. Tu viens de parler de team building, je parlais tout à l'heure d'intelligence collective. Maintenant, le faire en distanciel, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est incompatible? C'est compatible sous réserve de? Il y a de nouvelles opportunités qui se sont faites jour? Oui, c'est compatible. Je vais répondre, j'avais vraiment un doute énorme. J'avais un doute énorme avant de le faire, très clairement. J'étais dans cette un peu cette perplexité. Il a vraiment fallu que, à un moment donné, ça soit incontournable. Ça, c'était le second confinement où, je me suis retrouvé finalement à avoir, 3 team building, intégration, à réaliser à distance. Et c'est là où j'ai pu, finalement, tester et me rendre compte que oui, ça fonctionne. Et ce qui, a fonctionné, donc c'est, le fait de très simplement de mettre l'accent, sur le lien. C'est-à-dire comment faire en sorte que les personnes se rencontrent, échangent entre elles. Et finalement je n'étais plus, un formateur à distance, je n'étais plus quelque part qu'un animateur, j'étais une sorte de modérateur,
dans le sens où, je crée des espaces, des moments de rencontre, des différents participants et je viens modérer dans le sens, plutôt, faire en sorte qu'ils puissent, se rencontrer à différents rythmes, sous différentes formes et c'est finalement dans cette posture, un peu dans ce rôle plutôt, de modérateur que, eh bien, bah, en me gommant quelque part, et en laissant la place, aux autres, en laissant la place, au groupe, en leur donnant quelque part le lead sur ce qu'ils avaient à faire, que, finalement le processus d'intégration pouvait démarrer, le processus de cohésion, de l'équipe pouvait, s'initier. Donc le conseil numéro 2 et 2 bis, ce serait: 1, l'animateur doit y croire pour avoir quelque chance de réussite dans le distanciel. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de laisser la place au groupe, de se «gommer» entre guillemets pour reprendre ton expression. D'accord, je l'entends bien dans un cadre d'animation d'équipe, de facilitation type co-développement, intelligence collective, mais quand on est en formation, on a aussi du contenu à amener et finalement, on fait souvent encore dans un mode top-down, même si on rétrécit les séquences, même si on va privilégier du travail en sous-groupe ou une réflexion individuelle à un moment donné pour amener du rythme à la session peut-être d'une demi-journée que l'on a animée, quoi. Mais comment toi tu as abordé cet aspect transfert de connaissances nouvelles à des apprenants et le faire efficacement en leur laissant le plus de place possible? Oui, Loïc, pour moi, ta question, porte en soi la réponse. À distance, il est quelquefois, très simple aussi de procéder en mode, on va dire pédagogie inversée. À un moment donné, c'est, considérer que, si je dois faire du «descendant» entre guillemets, c'est-à-dire j'ai un contenu et je le délivre. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible, et on aura le même résultat qu'en présentiel, hein. C'est avec la difficulté, c'est qu'en présentiel, on voit les réactions et on peut interagir avec les personnes beaucoup plus simplement. À distance, la personne peut couper sa caméra, être plus ou moins à distance et ainsi de suite et donc, il est difficile de savoir s'il y a un écho, s'il y a une prise en compte de ce que l'on peut dire. La question, la réponse quelque part, elle est à deux niveaux. Pour moi, on a abordé la dimension espace, il y a une question de temps, de temporalité, de rythme. C'est-à-dire que quand on est à distance, les rythmes doivent être plus courts, plus séquencés. C'est-à-dire que là où on mettait un temps de séquence de 20 minutes, une demi-heure sur des descentes de contenu, là, il faudrait idéalement passer sur du 10, 15 minutes, 20 minutes maximum, grand maximum, et générer, en tout cas, générer soit un exercice, une situation, un questionnement. Régulièrement, moi, j'appelle à la contribution. C'est-à-dire régulièrement, j'arrête, à mon dire, un point de développement et je vais solliciter leur expérience. Je vais solliciter continuellement là où ils en sont. Je pose notamment une question. Bien, on a abordé le sujet par exemple, de la raison d'être, de la vision en entreprise. Pour ceux qui ont ce type d'éléments présents dans les entreprises dans lesquelles ils sont, sur une échelle de 1 à 10, où ils pensent que ça s'applique, ça se traduit. Et voilà, et je questionne souvent sur cette dimension de positionnement 1 à 10. Et je les invite donc à mettre le résultat dans la conversation. Ce qui permet derrière, moi, ça me permet de rebondir aussi et de vraiment rebondir sur ce qui m'amène. Parce que la problématique de la distance, c'est qu'à un moment donné, je peux être incité à aller moins chercher ou à considérer que c'est plus difficile de recueillir de la matière de la part des participants, qu'ils soient en formation continue ou en formation initiale. Alors que la matière, elle est toujours là. Il faut juste aller la chercher et l'obtenir en l'ayant pas nécessairement en synchrone, mais dans un mode, on va dire, semi-synchrone qui est, je le mets dans la conversation et moi, en tant que formateur ou animateur, je peux y revenir à un moment donné pour refaire du lien et réamplifier tel ou tel point ou rebondir. Voilà. C'est une gestion quelque part de temporalité qui est un peu différente. Mais c'est vraiment un point dans le temps, dans le rythme, où il y a une question de régularité quelque part,
de rythme un peu différent, un peu plus en mode sprint, si je peux utiliser ce terme qui vient de l'agilité, c'est-à-dire de faire des sprints plus courts, des temps plus courts et des itérations, des mouvements d'aller-retour quelque part, entre, bah, voilà, on avait vu tel point, qu'est-ce que vous en pensez? On revient dessus ou pas? Et ainsi de suite. En tout cas, appeler à la contribution, appeler à l'avis, appeler à ce qu'ils pensent. Voilà. Et être dans une logique d'aller solliciter ceux qui ne se manifestent pas. Ce qui est quelque part ce que l'on fait aussi en présentiel. Donc la transposition de ce que tu faisais en présentiel au distanciel, c'est passé d'abord par se projeter dans le déroulement et envisager un découpage différent avec des séquences plus courtes, des points d'arrêt à un moment donné dans le déroulement pour donner une respiration et en même temps, relancer, l'auditoire, hein, relancer l'attention. Oui et j'aime beaucoup, ton mot de respiration et ça va me permettre de faire le lien avec un principe pour moi qui est essentiel et qui va certainement faire sourire. C'est que, j'ai des collègues, hein, quand ils font une formation présentielle, ils réfléchissent à mobiliser les participants avec, et bien, mobiliser la dimension, raisonnement, donc la tête, mobiliser, le cœur, les émotions, mobiliser la dimension, corporelle, kinesthésique, mouvement et je me suis rendu compte en échangeant avec certains d'entre eux que finalement quand ils passaient à distance, bah, ça devenait, je m'occupe de la tête, point. Parce qu'eux-mêmes étaient dans une logique où, bah, je suis assis sur une chaise derrière un écran avec de la technique. Bah, là, au niveau émotionnel, c'est pas forcément simple. Au niveau corporel, bah, je suis figé, finalement, je suis assis, je suis dans une posture fixe. Et c'est là où finalement, moi, j'ai gardé et j'ai amplifié certains marqueurs. On a parlé du lien, de la création du lien, notamment dans l'espace. Et moi, j'ai conservé et j'ai amplifié, en tout cas, j'ai conservé la dimension notamment corporelle. Et ce que je fais à un moment donné, moi, déjà en tant qu'animateur, donc c'est la double, c'est ce que je propose, ce que je demande aux participants, je me l'impose aussi. Je me l'impose dans le sens où je me le prescris aussi. Mon bureau a une particularité, c'est qu'il est motorisé et donc il me permet de le régler, à différents niveaux, bureau standard, bureau type niveau bar ou bureau beaucoup plus haut, on va dire dans un mode dessinateur. Et donc, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est que je me mets en mode bureau haut, ce qui fait que je suis debout. Et moi, j'ai des participants, ils m'ont renvoyé, ils m'ont dit: «Mais c'est plus dynamique» et donc ça se sent dans la voix, ça se voit aussi à l'image. Alors si on fait un petit parallèle, avec, les neurosciences et avec, les neurones miroirs, c'est-à-dire que là où je me mets en dynamique, ça crée et ça vient certainement mobiliser, une partie, du cortex sur la dimension, dynamique mobile. Autre lien que je fais, c'est-à-dire que moi je fais des séquences de sport, des séquences sportives à distance. Alors tu vas me dire peut-être: «Mais qu'est-ce que tu mets derrière?» Bah, très simplement, à des retours de déjeuner ou à des retours de pause, j'organise une petite séquence de mouvement. C'est, du mouvement, déplacement des bras, l'exercice de la douche, hein, qui est, eh bien, on se frotte les bras comme si on était sous la douche, on se frotte les épaules, on se frotte la tête. L'idée étant vraiment de travailler sur la circulation, sanguine et donc, le niveau d'oxygène dans le cerveau et ainsi de suite. Je suis vraiment attentif à cette dimension corporelle, autant qu'à la dimension, contenu et quand, je peux demander en fin de journée: «OK, qu'est-ce que vous retenez?» parmi les points qui ressortent, au-delà des éléments peut-être thématiques ou des éléments liés à l'objectif de cohésion ou autre, bah, ce qui ressort souvent, c'est la dimension on a bougé, quoi. On était certes assis la majeure partie du temps, mais ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont bougé aussi et que ça a été des moments de plaisir et d'émotion et c'est là où on revient et on boucle finalement avec cette dimension, ce triptyque, tête, corps, cœur que je sollicite et que je viens chercher. Il y a un point qui va être utile à un moment donné et qui peut être utile justement avec un groupe qui ne se connaît pas. Si on prend une configuration de cohésion d'équipe, alors cohésion dans le sens, création, d'une équipe, hein, passage d'un groupe à une équipe, donc d'intégration, de team building, de construction d'équipe, hein. Quand les personnes ne se connaissent pas, il est important de créer
de la sécurité et en même temps d'aller poser des marqueurs, qui créent de la surprise, qui créent de l'étonnement et qui finalement créent une dimension de: «Ah mais tiens, finalement, c'est possible». Parce que, et c'est là où il y a finalement c'est un double travail. C'est un travail sur, oui, le fond, le contenu pédagogique, la dimension, apprenante et c'est aussi un travail sur les croyances autour du mode de fonctionnement à distance. On va dire que c'est là quelque part qu'il y a un peu du travail du coach. C'est je viens en même temps faire travailler les gens sur la manière dont ils perçoivent leur environnement et de la réalité ou pas des contraintes que cela suppose. Donc oui, certes, il y a des moments où je dis: «Oui, j'en ai assez de faire du à distance» et je leur dis de manière claire et précise: «Oui, il y a des moments, j'aimerais que ça soit différent, j'aimerais que» donc je reste vraiment aussi authentique. Je ne suis pas en train de leur vendre en leur disant: «Ouais, c'est génial le à distanciel, ça remplace» non, je reste aussi sur, ça permet énormément de choses. Ça permet d'autres choses, mais oui, ça ne permet pas tout aussi. Donc on a vraiment ces 3 dimensions. Donc je ne suis pas en train de vouloir leur vendre une réalité qui n'existe pas. Je témoigne aussi de ce que j'apprécie dans l'outil, dans la manière de fonctionner et je témoigne aussi de ce qui est une limite pour moi ou peut être une source de frustration. Et c'est vraiment pour montrer quelque part que dans l'outil et dans la communication que nous avons, à travers l'informatique, il est possible tout à fait d'être, on va dire, authentique, libre dans ce que l'on pense et que ça peut être aussi entendu et qu'on peut aussi réagir à ça. Parce que la question, du distanciel, à un moment donné, c'est la réaction, c'est le temps de réaction, c'est le fait de capter les signaux. Quand on voit le visage de quelqu'un, quand on voit son comportement, ses signes corporels, on induit, on comprend, on imagine que, donc ça nous guide aussi. C'est ce qui nous guide dans notre mode de fonctionnement, dans notre communication au quotidien. Là, on n'a plus que la tête quand on a la tête. Donc, comment pouvoir, justement, se guider? Ben, à un moment donné, c'est en disant les choses, c'est en prenant la parole. Donc la prise de parole, le fait de pouvoir dire, oser dire, fait partie aussi de ces marqueurs. Donc comment créer ce lien? En rassurant les personnes, leur permettant de dire les choses sans qu'ils se mettent aussi, en difficulté. Et c'est là où je vais faire un lien sur un marqueur qui est important. J'ai parlé de rythme sur la temporalité. Il y a aussi une question de rythme dans les rencontres. Alors, qu'est-ce que je mets dans la notion de rythme avec les rencontres? C'est jouer avec les groupes et avec la taille des groupes. C'est un point important. Parce que pour moi, ce dont je me rends compte en tout cas, c'est que les personnes ont besoin de parler ensemble. Mais quand vous avez un groupe de 6, 10, 15 personnes à distance, ou même une vingtaine, à un moment donné, la taille du groupe est un facteur qui va influencer sur ce que l'on peut dire, ce que l'on ose dire. Alors vous allez me dire, c'est exactement le même curseur et les mêmes principes qu'on trouve en présentiel. C'est exactement les mêmes. À la différence que vous avez des personnes qui à distance sont plus à l'aise et qui à distance sont aussi moins à l'aise. Et on va pouvoir avoir des résultats donc peut-être inverses justement avec le présentiel. Donc l'idée à un moment donné, pour pouvoir changer finalement dans les rythmes de rencontre, c'est d'organiser des temps donc qui sont grands groupes, des temps qui sont semi-groupes et des temps qui sont binômes ou trinômes et d'organiser finalement des séquences et finalement c'est une alternance de rythme en termes de temps, c'est une alternance de rythme en termes de constitution de groupe, de taille de groupe pour échanger. Donc il y a des moments où je suis en solo, je réfléchis pour moi. Il y a un moment où je travaille en binôme, on peut se dire des choses et je peux tester à poser des éléments de réflexion sans un risque, sans un niveau de risque important. Je peux dire des choses et après on peut passer à 3 ou à 4 et je travaille sur cette combinaison-là aussi. Et c'est ça qui, à un moment donné, crée de la richesse et va aussi créer de la frustration. Ah ouais, vous avez partagé, vous avez passé du temps ensemble et moi, j'ai pas pu passer du temps avec un tel, un tel. Eh ben, je leur dis: «Beh, tant mieux. Après, c'est à vous de continuer, de poursuivre finalement cette logique de l'échange» et c'est parce qu'il y a justement eu des temps plus intimes, dans le sens en duo ou en trio, que le reste du groupe se dit: «Ah ouais, ouais, moi j'aimerais aussi» et là, il y a l'envie qui se crée. C'est l'envie d'aller à la rencontre de l'autre, même en étant à distance et à partir du moment où il y a cette envie qui est créée, eh ben, le fonctionnement, l'équipe est en train de se constituer. C'est-à-dire l'envie, un, je crée du lien, deux, l'envie qui vient des personnes, c'est l'envie elle-même d'aller à la rencontre de l'autre et d'aller créer du lien.
Et quand cette mécanique se met en route et qu'elle se met en route sans que moi, je sois, on va dire, l'animateur, c'est là où je peux passer dans cette posture quelque part où je viens faciliter ou modérer finalement ce qui se passe et la manière dont les gens entrent en lien tout seuls et naturellement. Merci pour ce partage, Eric. Alors, tu viens longuement de parler pas des réactions, mais du comportement des personnes lors du distanciel. Est-ce que tu as repéré, je dirais un peu une typologie de comportements, enfin, ou des comportements différents selon qu'on tu as un public plus entreprise ou un public plus, étudiant, formation initiale? Alors pour moi, les différences, quelque part, alors oui, on retrouve des différences peut-être classiques en termes de niveau d'investissement et qui vient et qui est lié aussi au niveau d'expérience. Ça, c'est une clé, qui sera la clé que je pense qu'on retrouvera aussi en présentiel. C'est-à-dire qu'une personne qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui a, entre guillemets, «roulé sa bosse», qui a vu, tel ou tel type de mode de fonctionnement, qui a pu se tester, va, être plus participative. Je dirais ça, c'est le modèle, on va dire classique et ça reste un élément clé et traditionnel et qu'on retrouve aussi à distance. Après, je vois, il y a une différence fondamentale, mais qui est là à la dimension technique. J'ai eu des groupes qui étaient des informaticiens. Tout est très fluide. Je n'ai quasiment pas à intervenir. Ils ont un niveau d'autonomie pour régler leurs mini-bugs ou autres. Ils ont une fluidité pour passer de tel outil à tel environnement, à tel sujet, qui est incomparable. C'est leur environnement et donc on voit qu'ils sont à l'aise dans leur environnement. Donc on voit que le marqueur culturel ici lié à la maîtrise de l'outil informatique, il est essentiel et je vois la différence et j'ai pu voir vraiment avec des publics, différents publics, ceux qui sont vraiment à l'aise. Pour eux, c'est la zone de confort et de toute façon, il y a un aléa, c'est pas grave, ça n'a aucune conséquence, de toute façon, je reviendrai et moi, ça m'a permis avec ce public-là, en tout cas, d'être très libre et de ne pas me focaliser sur il faut que je rattrape le pauvre participant qui est paumé ou isolé. Là où j'ai vu des groupes à l'inverse, qui, avec l'outil informatique, c'est très loin d'eux et très loin de leur quotidien parce qu'ils sont dans des métiers terrain, des métiers peut-être du bâtiment, où ils ont vraiment cette logique terrain. C'est-à-dire que l'informatique, c'est pas leur métier du quotidien. Point, c'est tout. Et là, c'était, oui, c'était plus compliqué, c'était plus ils le vivaient aussi plus difficilement, et donc là, le marqueur, c'est le marqueur, on va dire, de la culture technologique et ça me fait penser, moi, juste à mon fils. Mon fils, il a 13 ans. Il joue à Fortnite et avec ses collègues, et je dis bien ses collègues, ils fonctionnent en équipe, ils se parlent à distance, ils se coordonnent. Je me dis quand il arrivera sur le marché du travail, le à distanciel, ça sera même pas un sujet. Ça sera un non-sujet. Ça sera juste distanciel, présentiel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il sera de toute façon calé sur ces différents environnements et il aura naturellement la capacité à fonctionner de manière fluide dans les 2. Voilà. Donc ça là, c'est une question d'apprentissage. Donc je pense que dans la durée, du confinement, finalement, de ce que l'on vit, du fait qu'il y a une bascule plus importante maintenant, sur, le à distanciel et donc que cette pratique se généralise un peu plus, je pense qu'il va y avoir, une montée en niveau, une mise à niveau, voilà, qui aujourd'hui, peut encore se retrouver et des décalages qui peut encore se retrouver dans la manière d'être. Donc, le professeur Legrand que tu es prescrirait à tous les parents de favoriser l'usage des jeux vidéo pour favoriser pour que nos enfants soient des adultes bien insérés dans le monde digital ou figital de demain. Pour certains, oui, je pense il y a des comportements qui sont apprenants et en même temps, je vois qu'il y a des modes de fonctionnement, on va dire, managériaux quasiment, hein, c'est-à-dire d'organisation, voilà, plutôt d'organisation, des modes d'organisation qui, naissent et qui se, définissent dans le digital, learning ou dans le gaming aujourd'hui, qui sont des marqueurs que l'on va retrouver, dans les postures d'organisation, dans les postures managériales, de demain. Parce que ces générations-là auront été, structurées, auront appris à travers notamment ce média et cet environnement-là.
Bien Eric, merci beaucoup de nous avoir partagé à la fois tes réflexions, ton expérience sur ces éléments vraiment fondamentaux dans l'approche du distanciel. Et je t'invite dans un prochain épisode à nous faire part de la dimension plus comment on fonctionne dans le cadre du distanciel, avec quels outils, l'environnement technologique, les ficelles pédagogiques. Merci en tout cas, Loïc, à toi pour, m'avoir, donné l'occasion de poser, mes idées, de prendre du recul finalement sur, cette modalité de la dynamique, de groupe, dynamique de participants à distance. Merci encore à toi. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires ? Alors pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés podcast RH Bordeaux, soit sur le web directement, soit sur LinkedIn. Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc. Merci Cécile.